Moi, je vais plus loin. Je dis qu'en fait, si vous n'avez pas plus de 40% de collaborateurs engagés ou très engagés, il y a certaines choses que vous ne pouvez pas faire sur le marché. Et on va en parler quand on va parler des clients. Et puis, bon, on a un turnover important, des difficultés à recruter. Alors, je fais un clin d'œil s'il y a des gens qui sont dans l'IT. IT represent, parce qu'on a des profils rigolos à chercher, comme des UX designers, et puis des data scientists. Si vous lisez la presse, avec un data scientist, c'est plus difficile à trouver que du pétrole. Et on a un nouveau danger qui nous guette. Et je ne sais pas si vous y êtes confrontés, ce danger s'appelle les jeunes. Alors, j'ai pas de débat sur les générations Y, Z, millennials, xillennials, etc. Je vais juste parler des jeunes et je vais même vous impliquer dedans en disant peut-être vous en faites partie de ces jeunes-là. Comment se qualifie un jeune ? Comment on va le définir, ça va se caractériser. Alors un jeune, c'est quelqu'un qui ne veut pas piloter sa carrière pour acheter une Mercedes à terme. Blague à part, moi quand je suis entré dans le marché du travail il y a 7 ans d'années, je voulais avoir un travail pour devenir quelqu'un socialement. Les jeunes là, s'en foutent complètement. Ils sont déjà quelqu'un. Et donc du coup, la motivation pour dire ah bah oui, mais quand même tu vas passer cadre. Ouais, super. Ça marche pas trop. C'est quelqu'un qui consomme son job. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'emploi des jeunes, c'est le Airbnb du salariat. Chez SID, on a des gens super bons, qui ont nos valeurs et tout, et on leur dit ouais, on va faire un CDI. Du oh, je sais pas. Quoi? Non, un CDD, vous avez une mission, donnez-moi un CDD. Ou de l'intérim, tiens c'est bien ça l'intérim, ou alors je sais pas, parce que je vais peut-être me mettre un dette en fait. Je dis, mais vous délirez ou quoi? Non, on s'en fout. Donc on s'adapte, mais... Et quelqu'un qui dit, je n'ai pas besoin d'avoir pour être. Et donc là, je vous mets dans les jeunes, parce que les jeunes, je vous dis, je m'en fous de ce soit les générations Y, Z, etc., parce qu'en fait, ce sont des gens qui concentrent une différence qui nous montre comment notre société évolue. Et donc du coup, les jeunes, je vous informe qu'ils nous contaminent. Je n'ai pas besoin d'avoir pour être, je suis déjà quelqu'un et ce n'est pas en possédant plus que je serai quelqu'un de différent, de mieux. Et quelqu'un qui dit aussi mon salaire n'est pas suffisant à ma rémunération. C'est-à-dire combien vous payez, ok, mais qu'est-ce qu'on fait d'autre dans votre boîte et à quoi ça sert ce que je fais? C'est aussi important que la manière dont vous me payez. Alors bien sûr, si vous ne me payez pas assez, parce que comme je suis très recherché, ça ne va pas le faire, mais disons qu'on va atteindre le SMIC avec un salaire normal. Si vous comptez me faire venir pour du salaire, méfiez-vous que ce ne soit pas suffisant. Il y a quelqu'un qui dit « Moi, je veux de la poilade. Je veux me marrer toute la journée. » Et qui ont bien compris, vous savez, cette phrase qu'on attribue à Confucius « Aime ton métier, tu n'iras plus jamais au travail. » On est vraiment là-dedans. C'est quelqu'un qui veut de la mûre, comme disait ce philosophe que j'adore, qui est Johnny Hallyday. De la mûre et encore de la mûre. Quelqu'un qui veut apprendre, parce qu'en fait, ce qu'il a, la possession qui lui importe maintenant, c'est pas une possession de stock, c'est une possession de flux. Et donc c'est qu'est-ce qu'il sait en rentrant et qu'est-ce qu'il va savoir en sortant de chez vous. C'est quelqu'un qui veut réaliser et qui veut se réaliser. C'est-à-dire, I want to believe who I am working with you. Allez, bonne chance. Bon, nous, notre why, c'est libérer les potentiels, donc ça nous va bien, mais c'est pas toujours super évident à faire. Et puis, même si j'aime pas le mot, mais c'est quelqu'un qui veut du sens. J'aime pas ce mot-là parce que c'est un fourre-tout. Ah ben ouais, faudrait que ça ait du sens aussi. Ouais, ça veut dire quoi, concrètement? Alors il y a plusieurs sens au sens, il y a la direction, on va pas faire un cours sur le sens ici, mais c'est surtout le lien avec ce qui me dépasse. C'est Régis Debray, je crois, qui disait « Je suis plus intéressé par le lien que par le sens, parce que le sens du sens, c'est le lien. » Et donc, du coup, quand je travaille, quel est le lien entre ce que je fais et ce qui m'importe dans la vie, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de l'entreprise, et quelles sont mes relations et quels sont mes liens avec mes collaborateurs, avec mes collègues à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise. Et du coup, le sens, c'est avant tout, et au sommet, savoir pourquoi je bosse en un seul mot et en 2 mots. Parce que tu bosses pour avoir un salaire, je vous ai dit, c'est pas suffisant. Et tiens, du coup, si on faisait quelque chose qui compte vraiment pour nous,
et du coup qui nous touche, et c'est là qu'on revient en plein fouet sur le sujet des émotions. Parce qu'on en a besoin. Il y a un monsieur qui s'appelle Simon Sinek, il y a quelques années, c'est pas tout à fait récent, qui a fait un TEDx qui l'a fait connaître, et qui parle de deux choses. Un, le why, et deux, les golden circles, qui sont l'entourage du why avec du what et du how. Donc comme vous connaissez ça, je vais passer super vite. 3 cercles concentriques, bon par contre il faut un petit niveau d'anglais. Ça va, j'ai perdu personne. Tout le monde se sent bilingue? Ok. En fait, pour expliquer aux gens qui ne connaîtraient pas, enfin les 2-3 personnes qui ne connaîtraient pas, je pense, ça dit en gros qu'il y a une mauvaise façon de faire les choses, c'est de partir du what. L'exemple qu'on donne à chaque fois, mais qui est assez parlant pour moi, c'est vous avez entendu parler des baladeurs MP3 Dell? Non? C'est normal, ça a été un four commercial incroyable. Dell s'est dit, tiens, on a de la techno, on a des usines, je suis sûr que les gens ils veulent écouter de la musique au bureau ou entre les trajets, on n'a qu'à leur faire des baladeurs MP3. Ah bah et oui, et comment on va faire? Bah je t'ai dit, on a des usines, c'est bon, et pourquoi faire? Ah ben pour gagner du pognon, tiens, et accroître notre part de marché, voilà, plutôt comme ça. Et puis il y a une autre boîte qui a dit, c'est quoi notre why? C'est quoi notre raison d'être? Pourquoi le monde est mieux parce qu'on existe? Il dit, ben, nous, le monde est mieux parce qu'on existe, parce qu'on combat l'ordre établi. Il y en a ras-le-bol que ce soit toujours les gros qui dominent le monde. Et voilà. Donc comment on va faire? On va permettre aux gens, notamment qui pensent différemment, de pouvoir matérialiser leur création. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Oh, j'ai trop vite. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Eux, ils ont fait l'iPod. C'est Apple. Donc le why d'Apple, c'est combattre l'ordre établi. Son how, c'est think different, c'est sa baseline. Et son how, c'est l'ensemble de sa gamme de produits qui, on le verra, n'est pas une gamme de produits, mais une expérience. Et ce n'est pas que du marketing de le dire, c'est une vraie réflexion. Pour vous donner un autre exemple de ça, un que je connais, c'est Seed. Nous, notre why, c'est libérer les potentiels. C'est aussi pour ça qu'on fait de l'informatique, c'est parce qu'on pense que les gens qu'on accable à recopier des chiffres, d'autres qui sont cadres à vérifier que les chiffres ont bien été recopiés, etc. Ces gens-là, en fait, si on les laisse tranquilles, si on les abrutit pas avec du travail taylorien, en fait, ils peuvent avoir les 3 idées géniales qui révolutionnent la boîte. Et le how de Seed, c'est notre baseline aussi, c'est digital care. Comment on fait les choses? On fait les choses avec soin, avec attention, parce qu'en fait, on pense qu'il n'y a pas 2 façons identiques de digitaliser une entreprise et que ça se fait avant tout avec les humains, à condition qu'on les écoute, qu'on soit empathique et qu'on fasse preuve d'attention pour générer de la confiance. Même, je m'en fous de le dire, même si c'est le thème de l'année dernière. Et donc, du coup, ces jeunes-là, en fait, ils sont super sensibles. Vous savez, c'est une métaphore qui est super connue. Vous savez, vous la connaissez en nous, c'est un mec qui se balade sur un chemin et puis il tape sur un caillou. Et il y en a un autre qui voit ça et il dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Il dit, ben, je gagne ma vie. Ok. Et puis il se balade et puis il voit un autre mec qui tape sur un caillou. Qu'est-ce que tu fais là? Il dit, ben, moi je taille une pierre. Ah, ok. Et puis il voit un troisième et qui tape sur un caillou et il dit, qu'est-ce que tu fais toi? Ben, moi je construis une cathédrale. Vous voyez bien que les jeunes dont on parle, en fait, c'est les gens qui sont plus sensibles au fait que la boîte fasse un peu autre chose que tailler des cailloux ou de rémunérer des collaborateurs, quoi. Et donc c'est ça, je vais employer ce mot-là plusieurs fois, c'est un mot de transcendance. Excusez-moi du fait qu'il soit délicat et lourd, mais la transcendance, c'est la transgression de notre finitude humaine. C'est-à-dire que quand je commence à dire nous, je suis déjà dans la transcendance puisque j'invoque quelque chose qui me dépasse. Et donc, pour moi, le sommet du sens dont on parle pour l'intégration de ces jeunes, c'est la raison d'être de l'entreprise. Alors du coup, qu'est-ce que ça touche tout ça, si on fait un peu de chirurgie plastique? Vous savez comment ça fonctionne, ça, hein? Qui n'est pas diplômé de psy ici? Ah, d'accord. En fait, ça c'est une partie de notre cerveau, hein. Vous savez que le cerveau, il est là, puis il est là, et puis il est là. Hein, et que tous 3 sont reliés. Ça c'est old school, c'est celui qu'on pensait qu'il n'y avait que dans le cerveau de notre tête. En fait, il y a un mécanisme qui est assez simple. Il y a un truc bleu là, ça s'appelle le cerveau reptilien. Ça sert à savoir s'il y a de danger. Vous savez, le cerveau reptilien, c'est un truc qui est vraiment primitif. Hein, il a 2 positions. C'est il y a du danger ou il n'y a pas de danger. C'est-à-dire il est excité ou il est au repos. S'il y a du danger, il déclenche le système neuronal autonome, qui est un système qui va faire plein de choses dans le corps, notamment irriguer
de façon exagérée la partie haute du corps, ou irriguer de façon basse, la partie basse du corps. Pourquoi faire? Pour contre-attaquer ou fuir. Donc vous voyez bien que c'est pas le moment de parler d'empathie ou de choses délicates si la personne a peur. Si elle ne vous écoute pas, elle est en mode défense ou fuite. Et puis on a le néocortex, hein, qu'on doit aux premiers ancêtres des Cro-Magnons, qui sert à ce que des pensées nous arrivent. Vous savez que la pensée n'est pas un acte actif mais un acte passif. C'est des pensées qui nous arrivent, c'est pas nous qui pensons. Et puis on a un troisième truc, qui est mon préféré, qui est le limbique. C'est le siège des émotions. En fait, quand vous avez un why d'entreprise, vous parlez aux émotions des gens. Personne ne court dans la rue parce que c'est raisonnable. Vous courez dans la rue parce que vous êtes amoureux, vous courez dans la rue parce que vous êtes à la bourre, et c'est pas votre éducation, notamment même si vous n'êtes pas anglais, pour citer un autre philosophe que j'aime bien qui s'appelle Sting, A gentleman will walk but never run, dans Englishman in New York. Non mais il faut avoir des lettres, hein, sinon vous ne pourrez jamais. Il faut être à la pop des années 80, enfin un truc de dingue. Et en fait, ce qu'on veut nous, c'est que les gens courent, et notamment là où ils ont papier. Et donc du coup, si vous parlez à leur néocortex, ça ne marchera pas. Et si vous faites en sorte que leur système neuronal autonome avec le cerveau reptilien soit activé, ils ne vous écouteront même pas. Et donc du coup, c'est là qu'on arrive avec des trucs comme l'entreprise libérée. Alors l'entreprise libérée, je vais vous faire un cours sur l'entreprise libérée, je peux vous en parler, vous en doutez pendant des heures. Et en fait, généralement, je ne le fais pas. Je vois mes collaborateurs le faire, c'est beaucoup plus crédible que quand c'est moi qui le fais. Chez SID, on reçoit régulièrement des entreprises qui viennent en stage. C'est des petites PME, pas très connues, le Carrefour, Orange, tout ça. Et ils viennent en stage chez nous. Et donc nous, ils se disent, ah oui, on voudrait rencontrer les dirigeants. Et nous, on dit, oui, bah ça y est, c'est fait, bonjour. Maintenant, vous avez nos collaborateurs. Et puis, vous allez écouter leur vécu à eux, plutôt que nos théories à nous. Moi, je n'ai pas de collaborateurs disponibles, je regarde, donc je vais vous faire juste la théorie. Vous êtes d'accord? Hein? Bon, cool. En fait, il faut changer de vision. En fait, l'entreprise, telle que Taylor nous l'a écrit, c'est un modèle qu'on appelle organisation scientifique du travail, qui est un mensonge. Ce n'est pas une organisation scientifique du travail, c'est une organisation mécaniste du travail. Et donc, du coup, on voit l'entreprise comme une machine. Évidemment, avec une matière humaine dedans, on voit bien que ça ne colle pas, sauf à concevoir le management, comme je vous l'ai dit au départ. Et passer de ce paradigme-là à un paradigme différent pour devenir plutôt un jardinier ou une jardinière. La question, c'est en se disant, ce n'est pas en tirant sur l'herbe qu'on la fait pousser. C'est en faisant en sorte qu'elle ait de quoi se nourrir, qu'elle soit correctement irriguée. Et si vous voulez vraiment bosser, commencez par virer les feuilles qui l'empêchent de pousser. Soyez un bon jardinier, une bonne jardinière, et vous allez vous apercevoir que ça va pousser, alors qu'avant vous disiez, ah bah il y a de la mauvaise herbe dans la machine. Ah c'est chiant. Là, votre métier, c'est de faire pousser la mauvaise herbe. Donc c'est un paradigme un petit peu différent. Ça oblige à un certain nombre de choses. C'est pour ça que je vous ai mis des phrases. En fonction de si vous êtes plutôt limbique, cortical, vous avez besoin de phrases. Donc moi aussi, hein, je suis hyper cérébral. Donc la première, c'est un truc à comprendre, c'est ceux qui font les choses tous les jours qui savent le faire, et pas leur chef. Leur chef, il sait essentiellement leur casser les pieds à leur demander du reporting pour justifier de sa présence. Hein? Regardez, vous avez bien fait de me nommer chef, maintenant vous avez une visibilité de pilotage. Et donc, quel est le coût pour l'entreprise de ça? Le premier coût, c'est que du coup, on paye quelqu'un à faire une partie de son boulot, quelque chose qui apporte zéro valeur, et pour l'entreprise et pour le client. Le deuxième coût, c'est que vous passez à côté d'un truc qui est incroyable dans l'entreprise. C'est un truc de dingue, c'était bien la dernière fois. C'est la confiance. Il y a une phrase comme ça qui dit « La confiance n'exclut pas le contrôle ». Si c'est votre phrase préférée, je vous invite à regarder l'auteur. Qui est plus méconnu que sa phrase. Et donc du coup, la confiance dont on parle ici, c'est plutôt celle-là. Quand on dit la confiance n'exclut pas le contrôle, la confiance dont on parle ici, c'est la confiance qui exclut le contrôle. Je vous informe que ça nécessite un truc qui s'appelle le courage. Parce que faire confiance à quelqu'un qu'on ne connaît pas, qui est un de ses collaborateurs pour faire un truc très important, eh ben, ça nécessite du courage. Et ça nécessite un autre truc aussi, c'est l'humilité. Pour vous donner un exemple qui est un peu peut-être caricatural, mais j'ai embauché un stagiaire, et donc il a fait sa première journée, on a un séminaire d'intégration, etc., etc. Mais je lui ai dit, le première heure où il est arrivé, il dit, à partir de maintenant, je suis ton assistant. Donc ça lui a fait un peu drôle,
T'étais pas fondateur du groupe, toi? Si, cofondateur, comme t'es deux là. Mais ensuite, tu es ton assistant. Ça veut dire que, faut pas compter sur moi pour te filer du boulot, quoi. Il va falloir que tu croches dedans, et il va falloir que tu te détermines ce qu'il y a à faire. Ce qui est beaucoup plus énergivore que d'obéir. Hein. Attention, hein. Et pareil, si vous avez fait l'armée, réfléchir, c'est déjà désobéir. Vous n'êtes pas dans une entreprise libérée. Et en fait, et donc du coup, ça veut dire quoi être son assistant? C'est pas que de la démago, hein. Bon, c'est démagogique pour être pédagogique, si vous voulez, mais c'est que, en fait, mon travail, c'est de faire en sorte de virer les feuilles qui l'empêchent de pousser, quoi. De virer les contraintes qui permettent de mettre en œuvre ses idées. C'est de faire en sorte que les gens qui n'ont pas compris ce qu'ils voulaient faire et qui l'empêchent de le faire, arrêtent de le faire. Et puis c'est aussi de l'aider à faire des choses pour la boîte et pas seulement pour lui. Parce qu'il n'a pas forcément la vision transversale qui lui permet, dans tous les cas, de faire. Et donc du coup, je suis son assistant en vision transversale. C'est clair ce que je vous raconte? Ouais. Et donc je n'ai pas besoin de chef pour faire les choses, j'ai besoin de mes collègues. Parce que vous savez, bien sûr, tout seul on va plus vite et ensemble on va plus loin, en tout cas. Et puis le troisième truc, c'est que la vision, dans les choses dont j'ai besoin de vision et de valeur. J'ai besoin de vision pour savoir où je vais, et j'ai besoin de valeur, parce que les valeurs, c'est le terrain de jeu du vivre ensemble. C'est quoi la fonction d'un chef? Vous allez dire, c'est de chefer, vous voyez, verbe du premier groupe, transitif direct, chefer quoi? Complètement génial. Fils de prof, c'est incroyable. J'ai pas encore fini ma contre-dépendance. La vision, c'est là où on va, c'est-à-dire quelle entreprise on sera demain, et donc du coup, quand je sais ça, j'ai une formidable liberté pour intraprendre, parce que je sais où l'entreprise, je ne sais pas où l'entreprise souhaite aller, mais je sais ce qu'elle souhaite devenir. Première chose. Et les valeurs, les valeurs, c'est ce qui me permet en fait de ne pas avoir de chef. Un chef, ça sert à quoi? Ça sert à faire du command and control, comme on dit. C'est-à-dire en fait, je te dis de faire des choses et je vérifie que tu l'as bien fait. Là, on est en une entreprise libérée, et donc du coup, on n'a plus besoin de command and control. Mais un chef, ça sert aussi à faire l'arbitrage entre l'intérêt personnel et l'intérêt collectif. Exemple, demain matin, je ne vais pas bosser, je n'ai pas de chef qui va me dire « Ah, t'es pas bien, t'as pas été bossé !» Oui, j'ai plus ce pouvoir coercitif. Et donc du coup, comment ça se régule? Ça se régule de façon horizontale. C'est mes collègues qui me reprochent de ne pas être venus bosser. Mais ils n'ont aucune légitimité, parce que c'est pas mon chef. Et donc du coup, la seule légitimité qu'ils ont, c'est les valeurs d'entreprise. Pour donner un exemple concret, chez CID, nos valeurs ont été définies par les collaborateurs. On a envoyé tout le monde à Jersey, femmes, enfants, cochons prouvés, mari, tout ça. Et oui, parce qu'il y a des filles chez CID. C'est tout, voilà. Et en fait, ils ont décidé que les valeurs qu'ils voulaient pour l'entreprise, c'était l'intégrité, on dit ce qu'on fait, on fait ce qu'on dit, le respect des autres, respect de soi-même, respect des délais, respect du client, etc. Et puis la solidarité, c'est-à-dire qu'on ne laisse pas les copains dans la merde, on ne laisse pas les clients dans la merde. Et donc du coup, moi, quelle légitimité j'ai pour reprocher quelque chose à un collègue? La seule légitimité que j'ai, parce que je n'ai pas de lien hiérarchique, ni donc de pouvoir coercitif, c'est tu ne respectes pas les valeurs. C'est pour ça qu'en entreprise libérée, c'est encore plus important qu'ailleurs d'avoir un système de valeurs qui est le terrain de jeu du. Si Jean aime bien le foot, il va là, t'es en touche ou t'es hors jeu. J'aime pas le foot, hein, je comprends rien. La règle du hors jeu, j'ai rien compris, mais peut-être que ça vous parle. Et donc du coup, ce qu'il faut avoir, est-ce qu'il y a des consultants en organisation dans la salle? Ouais, bon alors normalement vous allez être en détresse respiratoire. Je l'ai fait aussi, c'est pour ça que je suis déjà compassionnel. En fait, vous savez comment on fait des process dans les entreprises? On fait des boîtes avec des flèches en termes de représentation, et puis on met des fonctions dedans. En entreprise libérée, on ne fait pas comme ça. En entreprise libérée, on accepte qu'on ait un process qui soit différent parce qu'il va être réalisé par Michel, Pierre, Catherine et Julien pour arriver à un livrable. Et si jamais c'est fait par Paul, Eric et Vanessa, le process va être différent parce que ce ne sont pas les mêmes personnes et ils ne sont pas interchangeables. Et je sais que vous intégrez ça dans votre logique aujourd'hui. Évidemment, je suis provoqué. Exprès. Donc c'est encore plus difficile parce qu'avant vous avez des boîtes et des flèches et on était bien tranquille. Et donc si Vanessa nous disait je me casse, c'est trop la loose ici, comme dirait un Jones, j'ai trop le seum, oui. Et ben en fait là on sait qu'on dit les cimetières sont plein de gens irremplaçables. C'est vrai, c'est pas vrai. En fait, je vous informe, vous n'avez jamais remplacé personne dans votre entreprise. Vous avez mis quelqu'un, il y a quelqu'un qui est parti, il y a quelqu'un que vous avez mis vaguement à la même place, et comme ce n'était pas la même personne, l'entreprise s'est adaptée. Mais vous n'avez jamais remplacé personne.
le fait que vous puissiez remplacer quelqu'un est une illusion. Donc voilà pour les collaborateurs. Ensuite, pire, il y a les clients. Alors, les clients, c'est encore un autre paire de manches. Je vous parlais du why tout à l'heure, la raison d'être. Derrière le why, d'un point de vue, allez, on va dire des gros mots, charisme de marque, vous avez la notion que les gens, en fait, n'achètent plus ce que vous faites. Ils achètent la raison pour laquelle vous le faites. Pourquoi moi j'ai un ordinateur qui coûte 2500 balles alors qu'avec la même puissance, je peux avoir un Dell à 460 €? J'ai vérifié. Parce qu'en fait, j'ai une expérience avec cette marque que j'ai pas avec juste un ordinateur avec des fonctionnalités. Et en fait, les gens, ils ne veulent plus, ça vient du fait que les gens ne veulent plus posséder, en fait. Ils veulent justement une expérience de marque, ils veulent de l'usage. Alors, moi j'ai appris à l'école il y a 20 ans qu'il ne fallait pas vendre des produits, il fallait vendre des services, parce que vendre des produits c'était ringard. Alors, c'est bizarre, il y a quand même pas mal de camions sur la route pour une économie qui vend plus de produits. Mais ce qu'on m'avait pas expliqué, c'est que déjà il y a 20 ans, il fallait vendre des produits comme excuse, comme média pour vendre un service. Et aujourd'hui, même le service est devenu une excuse, un média pour vendre une expérience. La difficulté à comprendre, c'est que avant on faisait de la relation client, vous savez, on a la relation entre les clients et l'entreprise, et maintenant on fait de l'expérience client. Ce qui change, c'est la destination. C'est pas l'expérience que donne l'entreprise, c'est l'expérience que donne la marque. Et la marque, c'est également le support de la marque employeur. Et ça fonctionne de la même façon que vous cherchiez des clients ou des collaborateurs. Mais pareil. Et donc du coup, on dit l'expérience client, tout le monde en parle. Vous allumez BFM, tous les 2 minutes, on vous dit expérience client. Sur BFM, moi j'aimerais bien les inviter à un jeu qui est ni oui ni expérience client. Je suis hyper prêt. Et donc du coup, je vais essayer de vous dire un peu ce que c'est. Vous donner quelques bases. Le but du jeu, c'est pas de parler de ça trop longtemps, mais c'est l'expérience. Alors par contre, ça va être assez difficile à comprendre. Accrochez-vous. Donc, et puis essayez d'imaginer, parce que je pense que vous n'avez jamais vécu ça. C'est l'expérience de client de quelqu'un qui veut un café. Ça va? C'est pas trop la science-fiction? Donc il veut un café, donc du coup il dit bah, tiens, où est-ce que je vais aller le boire ce café, ça va être quoi la route pour y aller, puis finalement où est-ce que je vais me garer, finalement je vais trouver un lieu pour y aller, ça va être quoi l'ambiance à l'intérieur, est-ce qu'il y aura de la place pour moi, est-ce que j'aurai un journal, est-ce que le serveur va venir me parler, est-ce qu'il va être sympa, est-ce que je vais me sentir valorisé, est-ce qu'il va me proposer autre chose qu'un café, combien de temps je vais attendre et dans quelles conditions il va venir me le servir, est-ce qu'il va être bon ce café, est-ce qu'il va être cher. Ça s'appelle un parcours client. Et si vous trouvez que c'est un peu naïf, je vous invite à regarder la petite référence qui est en bas. C'est la manière dont on enseigne l'expérience client dans une petite fac qui s'appelle Stanford. Qui a un certain prestige dans certains domaines. Et donc, tout ça c'est un peu compliqué, donc je vous le simplifie. En fait, l'expérience client c'est 4 temps. L'expérience d'anticipation, l'expérience d'achat, l'expérience d'utilisation, le souvenir d'expérience, traduit en langage 9 cubes Jones. Je kiffe avant d'acheter. Je kiffe en achetant, je kiffe en consommant et je kiffe en me souvenant. Ça va? Vous vous sentez Jones? Est-ce que vous avez envie de taguer des voitures? Non? C'est que j'ai pas fini la conf. Pour donner des exemples sur l'expérience d'anticipation, l'UCPA. Vous savez, l'UCPA, c'est une association qui propose aux gens de pécho et accessoirement de faire du sport. Et donc l'UCPA a revu complètement ses magasins à Paris et du coup vous vous voyez directement en train de faire du surf alors que vous n'êtes pas encore en train de faire du surf. C'est ce que j'appelle kiffer avant d'acheter. On s'en fout que vous achetiez. Ce qui est important, c'est que vous kiffiez avant d'acheter. Un autre exemple qui est cité à chaque fois dans l'expérience client, c'est Apple. Je ne sais pas si vous avez déjà été dans un Apple Store. Dans un Apple Store, vous ne passez jamais à la caisse. Vous allez dans un Apple Store, il y a un mec en t-shirt bleu là, qui vient vous voir, dit bonjour, je peux vous renseigner, j'ai un iPad. Et puis il vous renseigne sur le rayon, puis vous en avez un autre à qui vous achetez un truc qui est en rayon, et il sort un Game Boy là, et puis il note un truc, et il dit la facture, vous voulez la recevoir chez vous? Vous dites oui, vous mettez un bout de plastique là-dedans, et c'est payé, vous partez. Et si vraiment vous êtes sociopathe, c'est-à-dire que si vraiment vous vous levez la nuit pour collectionner le sang des gens, comme il y a une série américaine dont on m'échappe, et ben en fait vous avez une application qui s'appelle Apple Store, et donc vous allez scanner directement votre produit, comme il a votre carte bleue, ça le paye, ça désactive l'alarme, et vous sortez, vous allez parler à personne. Parce que l'enfer c'est les autres, bien sûr. Donc si vraiment vous vous sentez sociopathe ou simplement misanthrope, vous pouvez acheter du matériel avec une expérience géniale qui vous permet de parler à personne. Flying 101. Moi, ce que j'adore dans les émotions, c'est qu'elles permettent de se combattre les unes les autres. Quel est le premier problème en avion? Les gens ont les jetons. Et donc, il y a une boîte qui s'est montée là-dessus, sur ce concept-là, en disant Flying 101, nous, on vous fait rire.
Parce que si vous avez vu également cette série documentaire qui s'appelle Harry Potter, vous savez que c'est vraiment en générant du rire qu'on combat la peur. Et donc à l'intérieur, vous avez une hôtesse qui fait l'idiote avec, vous savez, le canard pour les consignes de sécurité, ça fait rire tout le monde et quand on rit, on a moins peur. Et si vous regardez de près l'avion, il y a les toilettes qui sont dessinées dessus, il y a marqué The Big Cheese, en français c'est la grosse légume, c'est le capitaine. Et donc tout le monde se marre et personne ne se prend au sérieux et personne n'a peur. Et puis le souvenir de l'expérience, vous commencez à recevoir des mails comme ça. Vous ouvrez le mail et tout juste si vous n'avez pas l'été indien qui s'allume. Rappelez-vous, il y a 1 an, on travaillait ensemble. C'était bien. Et puis vous dites toujours, ah bah oui c'est vrai que c'était bien quand on travaillait ensemble. Parce que le passé, c'est ça qui est génial, c'est toujours mieux que maintenant. Et donc du coup, vous dites, ah bah tiens je vais les rappeler parce que c'était bien quand même. Je sais plus pourquoi, mais c'était bien. Donc, en résumé, expérience d'anticipation, expérience d'achat, expérience d'utilisation et souvenir de l'expérience. Vous voyez clairement que si vos collaborateurs n'ont pas envie de s'inscrire là-dedans, ça ne va pas marcher. Parce qu'il y a 4 caractéristiques à cette expérience client. La première, c'est qu'il faut que ce soit mémorable. Si jamais les gens ne s'en souviennent pas, ça ne marche pas. Il faut que ce soit unique. On ne peut pas faire d'expérience client au washing. C'est-à-dire qu'en fait, c'est votre ADN de culture et l'ADN de vos collaborateurs qui vont en faire quelque chose d'unique. C'est pas génial, ça? Le troisième truc, c'est encore pire, il faut que ce soit authentique. On ne peut même pas mentir. On demande aux gens d'être qui ils sont et de faire preuve de leur générosité naturelle. Et c'est un gage d'efficacité commerciale, marketing, stratégique. Et puis, il faut que ce soit quand même avantageux, parce qu'on n'est pas au pays bisounours, quoi. Donc, il faut que l'expérience client me permette de payer moins cher, mais ce n'est pas ce qui m'intéresse. C'est d'aller plus vite, en général, et de me sentir reconnu. Vous savez, le CRM, la gestion des relations clients, ça se résume à une phrase. Une phrase dont je ne me souviens plus l'auteur, c'est « Salut Dédé, un jaune comme d'habitude ». Il y a tout là-dedans. Il y a un « Salut ». Est-ce que vous dites « Salut » à vos clients? Deuxièmement, Dédé, c'est-à-dire que je te connais suffisamment pour t'appeler par un autre sobriquet que ton patronyme initial de naissance. Et la troisième chose, c'est que l'expérience client que je te donne un avantage, c'est que tu n'as même pas besoin de commander un jaune, puisque je te le propose directement, puisque je sais que c'est ça que tu aimes. Donc c'est l'art d'une blague, c'en est pas une du tout. Donc si vous arrivez à fabriquer du salut Dédé, un jaune comme d'habitude, vous êtes vraiment dans l'expérience client. C'est pour ça que Dédé va au bar des amis et qu'il ne foutra jamais les pieds au bar des sports. Premièrement, parce que c'est de l'autre côté de l'église dans le village, et deuxièmement, parce qu'il n'est pas connu. Mémorable, unique, authentique, avantageux, c'est clair? Yes? Et ben, du coup, on fait quoi avec ça? Eh ben, on va commencer par réparer les fondamentaux, parce que chez vous, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Rassurez-vous, chez personne, et chez moi non plus. Hein. Et donc, réparer les fondamentaux, c'est supprimer proactivement les raisons de déception. Tiens, encore de l'émotion, client. La deuxième, c'est repenser le parcours client le plus fluide possible et diminuer les gaps. C'est pas une marque de fringues américaine, c'est un espace. Et puis, après, il faut diminuer le nombre de clients neutres, détracteurs et de départ à la concurrence. Imaginez vos clients sur une courbe de Gauss. À gauche, ceux qui vous kiffent sa race. À droite, ceux qui ne peuvent pas vous sentir. Au milieu, un ventre mou. Vous voyez une courbe de Gauss, hein? Une espèce de patate, là. Et bien, en fait, vos clients qui vous kiffent, c'est cool. Vos clients qui ne vous kiffent pas, je vous informe que c'est pas grave. Vous leur donnez un porte-clés, vous leur dites qu'ils font partie des VIP, et du coup, ils passent instantanément de l'autre côté, sans passer par le milieu. Parce que les gens qui vous détestent sont les gens qui ont en CNV, on appelle ça un besoin non couvert, et donc du coup, ils ont une stratégie tragique d'expression de leurs besoins. Donc du coup, si vous les valorisez, ben, en fait, ils passent toujours de l'autre côté. Le vrai sujet, c'est les clients neutres. Est-ce que quelqu'un veut me donner le nom de son entreprise? J'ai besoin d'un nom d'entreprise. Ikea. Qu'est-ce que t'en penses d'Ikea? Bof. Non, c'est pas mal. Non! Ikea, ça déchire. Ikea, c'est trop de la balle. Votre vrai risque, c'est pas les gens qui vous détestent ou les gens qui sont frustrés de la relation avec vous. Votre vrai risque, c'est les gens qui pensent que c'est pas mal. Et comme par hasard, c'est les plus nombreux. Et donc du coup, si vous en détournez 1% vers les top kiffeurs, eh ben, vous générez une expérience client de dingue. Et comment on y arrive? Eh ben, en fait, il va falloir générer la différenciation. Il va falloir, et attention, hein, déceler les opportunités de surprendre émotionnellement le client. Je vous donne un exemple.
Il y a un monsieur que j'aime bien qui s'appelle Tony Hsieh. Oh, c'est un abruti, hein, c'est un mec qui a monté une première boîte et au bout de 3 ans, il leur a vendu 300 millions de dollars à Microsoft. Ça s'appelait Interlink. Donc ce mec qui ne sait pas trop faire les entreprises. Et puis il a glandouillé un peu, et puis après il a remis ses dernières économies dans une autre qui s'appelait Zappos. Et au bout de 10 ans, il a revendu $1 milliard à Amazon. Et en fait, il a écrit un bouquin qui s'appelle L'entreprise du bonheur, qui est peut-être disponible dans le... Je n'ai pas été regarder les bouquins disponibles. Et il raconte qu'en fait, un jour, il se promène à l'emballage chez lui. Donc, vous voyez le tableau, hein, vous avez les cartons de chaussures, ça vend des chaussures. C'est Sarenza en France. Voilà. Il y a les cartons de chaussures qui arrivent ici, il y a les cartons d'emballage qui arrivent ici, et puis il y a le polystyrène qui arrive là. Donc on est dans le glamour le plus total. Hein. Il s'est aperçu que les mecs et les nanas qui bossaient là, en fait, entre midi et 2, ils allaient au Super U du coin, et ils achetaient des bonbons créma. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils en rajoutent 3, ils ont rajouté 2 ou 3 bonbons créma avec le polystyrène. Pourquoi? Pourquoi ils font ça? Parce que le why de Zappos, c'est de tous les jours donner des raisons nouvelles aux gens de sourire. Et donc du coup, les gens se sont sentis légitimes pour faire ce qu'on appelle quoi? Une innovation, en fait. Sous la forme pire d'une attention. C'est pas des mots, ça, c'est des boulets de canon. Et alors, s'il y a des contrôleurs de gestion dans la salle, vous énervez pas, 3 bonbons créma, ça va. Pour dégueulasse, $50, ça va. Et donc, mettez-vous à la place de la personne qui reçoit ça. Vous avez commandé des chaussures qui vous plaisent sur Internet. Non seulement vous les recevez à l'heure, mais en plus, il y a 3 bonbons. Bon, c'est trop mignon quand même. Alors, j'en ai pas aujourd'hui, mais je vais sur un site régulièrement qui s'appelle Mes Chaussettes Rouges. J'aime bien parce que c'est une start-up française. Et alors, c'est des Kingos pour moi de l'expérience client. J'ai acheté une première fois, j'ai reçu tout à l'heure. Alors, c'est des chaussettes super bien, Mazarin, tout ça. Et je kiffe ma tête. Et la deuxième fois, alors je me fais livrer au bureau, donc je veux dire que je me suis fait chambrer. Ils ont écrit pour l'impeccable David Le Lionnaire. Et puis là, j'en ai commandé une troisième fois, il m'a dit pour le remarquable David Le Lionnaire, en me disant vous êtes passé d'impeccable à remarquable en commandant pour la troisième fois. Bon, outre le fait que je me suis fait pourrir en bureau toute la journée, mais écrit à la main, tout écrit à la main, mon nom, avec une autre paire de chaussettes jaunes, donc je ne peux pas mettre évidemment, sauf pour se déguiser. Mais du coup, j'ai une expérience de la marque de fou. Donc si je veux acheter des chaussettes haut de gamme, j'achète plus jamais de chaussettes haut de gamme ailleurs que chez eux. C'est obligé. Et ça coûte rien d'autre qu'avoir des gens. Ce qui coûte, c'est pas la main-d'œuvre. Hein. Ce qui coûte, c'est l'idée. Hein. Et pour avoir l'idée, tu sais comment on génère l'innovation, la créativité, hein, on empêche les gens de s'autocensurer. Parce que quand vous avez une idée, vous savez, vous avez le petit bonhomme qui arrive et dire « Ah ouais, mais c'est une connerie. » Bah oui, sauf que si c'est une idée qui va dans le sens du why de la boîte, bah vous allez vous autoriser à en parler à quelqu'un. Et à partir du moment où on est deux à penser ça, bah, on a une chance de vivre.